la matière et l'énergie sombre ou noire. Qu'est-ce qu'on doit dire? On entend tous parler. Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que c'est la même chose? C'est en gros la même chose. C'est plus on va dire c'est en gros la même chose. Ouais. Vous avez vos nuances entre spécialistes, voilà. Mais on va dire que c'est la même chose. Donc, la scène est à vous. Vous allez nous parler de ce mystère de la matière sombre et de l'énergie sombre. C'est à vous. Je vais prendre ça pour les slides. Voilà. Donc, effectivement, je voulais vous parler de choses sombres dans l'univers, mais surtout, je voulais vous montrer que notre perception des choses dépend évidemment des modèles d'univers, de comment on représente l'univers. Donc, je vais faire un peu un historique des croyances, de notre perception de l'univers à travers les âges. Parce qu'en fait, ce qu'on observe maintenant, ce qu'on pense connaître de l'univers, matière sombre, énergie sombre, c'est simplement une interprétation d'observation. C'est peut-être complètement faux. Je ne dis pas que c'est complètement faux, mais c'est une possibilité. Alors, pour bien comprendre les choses, il faut remonter en fait à très loin, 600 avant notre ère, par exemple. Alors, à cette époque-là, on connaissait, on avait les observations locales. Donc, si on regarde ici, aujourd'hui, on est manifestement dans un endroit qui localement est plat. Il y a de l'eau, il se trouve que c'est un lac, il y a aussi des mers. Et donc, la notion d'infini aussi étant peu répandue à l'époque, on pensait que le monde s'arrêtait quelque part, et puis que, manifestement, on pouvait tomber dans un abîme à la fin de ce qu'on croyait être le monde à l'époque. Et puis, manifestement, il y a les soleils et les étoiles, donc quelque chose en feu qui tourne autour de nous. Donc ça, c'est une représentation du monde 600 ans avant notre ère. Et puis se pose vite le problème de la frontière. Est-ce que l'univers est infini? Est-ce qu'il est fini, comme le pensaient les Grecs? Est-ce qu'on peut concevoir un univers infini, mais avec une frontière, ou l'inverse, sans frontière, mais pas infini? Et puis, il faut rendre compte des observations qu'on fait aussi un peu plus loin que notre environnement immédiat, donc les planètes, les étoiles. Si vous regardez les planètes et les étoiles, vous allez voir que le Soleil, la Lune, les étoiles tournent autour de nous. Et puis vous allez voir aussi que les planètes se déplacent par rapport aux étoiles. Alors un modèle possible, qui était celui de Ptolémée, environ 2 siècles avant notre ère, met la Terre au centre du monde. Et puis évidemment, se combine à ça des considérations religieuses. Donc sommes-nous importants ou pas? On sait maintenant qu'on est relativement négligeable. Donc Ptolémée replaçait la Terre au centre du monde. Et puis manifestement, tout tourne autour. C'est aussi à peu près ce qu'on observe à l'époque. Alors, malgré la simplicité du modèle, il ne rendait pas compte de toutes les observations. Puis on verra qu'on peut compliquer ce modèle pour lui faire rendre compte de toutes les observations, mais il restera un modèle faux. Le bon modèle, en tout cas celui qui rend le mieux le compte des observations actuelles, c'est celui de Copernic. Alors, ce n'est pas tout à fait celui de Copernic. Il y avait des gens, plusieurs siècles avant le Christ, qui avaient compris comment les choses marchaient. Copernic a réussi à imposer ce système. Donc là, vous avez le Soleil au centre du monde, Mercure, Vénus, la Terre avec la Lune, Mars, Jupiter ici avec les 4 lunes qui étaient connues à l'époque, et puis Saturne, la planète avec les fameux anneaux. Et donc, grâce à ce système-là, vous pouvez rendre compte, par exemple, de mouvements compliqués des planètes par rapport aux étoiles. Les étoiles, elles se lèvent d'un côté, elles se couchent à l'ouest, comme le Soleil, puis elles ne bougent pas les unes par rapport aux autres, en tout cas, dans le temps de notre vie humaine. Les planètes, elles font des mouvements un peu en zigzag dans le ciel. Et ça, c'est bien rendu compte par ce modèle-là. Donc, si vous êtes sur la Terre, par exemple, qui tourne assez vite par rapport à Jupiter, le mouvement combiné des 2 planètes va faire que, vu depuis la Terre, dans un système héliocentrique, vous allez voir Jupiter faire des mouvements assez bizarres sur le ciel, mais qu'on peut prédire grâce à un modèle comme ça. Donc on sait que là, ce modèle rend bien compte des observations même complexes du mouvement des planètes par rapport aux étoiles. Alors cela dit, vous pouvez quand même vous fourvoyer en cherchant à garder un modèle faux, pour des raisons qui sont bonnes ou mauvaises. Vous avez la Terre au centre du monde, et puis vous vous dites quand même, c'est vrai que les planètes, elles ont des mouvements bizarres, donc je vais postuler que les planètes sont non pas sur des orbites autour de la Terre, mais sur des orbites qu'on appelle des épicycles, qui donnent aux planètes des mouvements plus compliqués que ce qu'elles auraient s'il n'y avait pas justement ces 10 épicycles. Et si vous faites ça, vous arrivez à rendre compte, en partie en tout cas à la précision des observations de l'époque, vous arrivez à expliquer les mouvements compliqués des planètes
autour donc de la Terre, dans ce modèle-là, mais avec un modèle faux. Donc, pourquoi je parle de tout ça? Simplement parce que je vous dis que voilà, on peut, dans un modèle faux, ajouter, comme on dit en science, des degrés de liberté au modèle, donc des clés. Vous pouvez tourner plein de clés pour ajuster le modèle jusqu'à ce qu'il représente bien les données. Et ce n'est pas pour ça que votre modèle est correct. Alors, cela dit, donc on parle du système héliocentrique de Copernic, mais en fait, 87 ans avant notre ère, les gens avaient construit une machine, en fait des machines, des engrenages, hein, c'était en bronze à l'époque. Et puis on a retrouvé des vestiges de ces machines près de l'île d'Anticythère, en Grèce, pas très profond, 20 mètres sous l'eau. Donc évidemment, ce n'était pas quelque chose d'aussi beau que ça, c'était des blocs de bronze solidifiés avec de la terre autour. Tout ça a été passé au rayon X, à l'IRM, on a reconstruit les machines en question, et qu'est-ce qu'on trouve? Qu'en fait, dans ces machines, ben, vous avez le Soleil au centre du monde, la Terre, enfin, Mercure, Vénus, la Terre, Mars et les autres planètes qui tournent autour. Et non seulement vous avez le bon modèle, mais vous avez aussi toute une machinerie qui vous prédit toutes les éclipses de Soleil et de Lune pour plusieurs centaines d'années. Donc la mécanique est en plus extrêmement précise. Il faut voir que là-dedans, il y a plus d'engrenages, de rouages que dans la meilleure des montres suisses actuelles. Ça, c'est un siècle avant le Christ. Donc il faudra s'améliorer en Suisse sur les montres. Donc ça, c'est évidemment une représentation faite après coup. Donc on complique le modèle du monde. Et puis une fois qu'on a un modèle à peu près cohérent du monde, on se dit, tiens, alors on observe de la lumière. Si la lumière a une vitesse infinie, certainement on peut voir à des distances infinies. Si la lumière a une distance finie, on voit que jusqu'à un certain horizon, comme on dit. Et puis on aimerait bien mesurer cette vitesse de la lumière. Et puis en faisant ça, Morley, donc je passerai les détails de comment cette chose a été faite, s'est aperçu que non seulement on arrivait à mesurer la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, mais qu'en plus, elle était la même dans toutes les directions. Donc si vous observez par exemple, si vous observez une étoile, que vous mesurez la vitesse de la lumière qui vient de cette étoile dans la direction où la Terre va, vous allez mesurer une certaine vitesse, et vous n'allez pas mesurer la vitesse de la lumière moins la vitesse de la Terre, mais vous allez mesurer une certaine constante qui sera la même que si vous aviez fait la mesure de l'autre côté. Donc c'est une étoile qui vous fuit, puisque la Terre va dans une certaine direction donnée. Et donc ça, c'est quelque chose qui élimine l'existence de l'éther, donc un milieu dans lequel se propagerait la lumière, et puis aussi qui pose un gros problème fondamental. La loi de combinaison des vitesses n'est plus valable pour la lumière. Et basé, donc se fondant sur ça, donc Einstein s'est dit, d'accord, on observe que la vitesse de la lumière est constante. Moi, je vais construire une théorie autour de ça, et ça, c'est la théorie de la relativité. Puis après, la théorie de la relativité générale. Donc simplement en supposant que la vitesse de la lumière, donc ça c'est le principe de base, le principe cosmologique, la vitesse de la lumière est la même dans toutes les directions, Einstein a déduit toute la théorie de la relativité générale. Alors qui explique plein de choses, même la gravité. Et puis Lemaître, à peu près en parallèle, Georges Lemaître, lui a postulé autre chose, que le monde était probablement né d'un atome primitif. Donc il y a un livre d'ailleurs qu'il a édité en 1946, je crois, L'atome primitif, où il montre que, alors il ne montre pas, il suppose à l'époque que l'univers naît à un certain moment, en tout cas l'univers naît, le temps est défini à partir de là, maintenant il a 13,7 milliards d'années, et puis cet univers est en expansion. Et dans ce contexte-là, si on applique la théorie de la relativité générale, on arrive à rendre compte, là encore, de plein d'observations compliquées. Donc le décalage vers le rouge, par exemple, cosmologique des galaxies. On peut mesurer l'âge de l'univers, etc., etc. Alors cette expansion, c'est une chose. Donc ça, c'était connu dans les années 20, 30. Et puis dans les années 2000, il y a ces trois physiciens, alors avec toute leur équipe, hein, c'est plus le travail d'un seul homme, ces choses-là. Ces trois astrophysiciens ont mesuré des supernovae lointaines. Alors des supernovae, c'est ce genre de petits trucs-là. Donc là, c'est juste un point brillant qui est en fait une étoile qui explose. Quand l'étoile explose, elle a le bon goût d'exploser toujours à la même luminosité. Donc si vous la voyez très faible, c'est certainement qu'elle est très loin. Si elle est très brillante, c'est certainement qu'elle est très proche. On appelle ça une chandelle standard. Et grâce à ça, ce que les trois ont mesuré est que l'univers était en expansion accélérée. Il faut savoir qu'à l'époque, ce qu'ils cherchaient à mesurer, pour avoir leur financement, par exemple, c'était le taux de décélération de l'univers. Ils ont trouvé une décélération négative, donc quelque chose qui accélérait.
Donc c'est ça en fait qui leur a valu le prix Nobel 2011. Pourquoi? Alors la découverte est spectaculaire, mais aussi ils y ont cru. Donc ils ont fait leur... Là, ils y ont cru, pas au sens religieux du terme. Ils ont fait leurs mesures, ils avaient certaines barres d'erreur. Ils ont publié ça. Ça ne plaisait pas à tout le monde, mais c'est ça qu'il fallait expliquer. Et donc tout ça, si je le résume en une slide, donc, avant, donc je montrais le modèle d'Anaximandre qui avait la Terre plate et un monde fini. Et là, vous avez maintenant la même image. En une image, vous avez une représentation très schématique de l'univers. Et donc vous avez ici le Big Bang, ça c'est l'atome primitif de Lemaitre, et puis une phase d'inflation, qu'on n'explique d'ailleurs pas très bien maintenant, c'est encore quelque chose d'ad hoc qu'il faudra expliquer. Et puis après, vous avez la formation des premières structures, et puis ce que vous voyez là, cette courbe-là, ça c'est l'époque actuelle, ça c'est l'époque du Big Bang, 13,7 milliards d'années entre les deux, et vous avez une représentation ici de ce qu'on appelle l'expansion de la métrique. La métrique, c'est cette grille-là qui est en expansion, et cette expansion est accélérée. Alors, ça a l'air pas grand-chose. Hein, si cette courbe était plate, ma foi, la figure ne changerait pas beaucoup. Mais ça a une conséquence extrêmement importante. C'est que, du point de vue théorique, si on veut rendre compte de cette expansion accélérée, il faut dire que l'univers est composé d'environ 75% d'énergie sombre, ou noire, 25% de matière sombre, puis 4% d'atomes, de matière qu'on appelle baryonique, donc des protons, des électrons. Et même si ce modèle rend compte des observations, ce dont il ne rend pas compte, c'est que on ne sait pas du tout ce que c'est que 75% d'énergie sombre, et puis on ne sait pas non plus ce que c'est que la matière sombre. Ce qu'on connaît, les galaxies, les étoiles, les poussières, les planètes, tout ce qu'on a vu dans les quiz d'avant, c'est des baryons, c'est la matière ordinaire, celle qu'on connaît dans la vie de tous les jours. Donc voilà, donc on a un modèle qui vaut ce qu'il vaut. Il explique plein de choses. Il y en a plein que je n'ai pas montré ici. Mais la contrepartie, c'est qu'on a un modèle qui prédit qu'on ne connaît pas 96% du bilan en énergie dans l'univers. Donc est-ce que le modèle est correct ou faux? Il y a des alternatives à ces modèles. Les gens travaillent dessus, on y travaille aussi, du point de vue observationnel en tout cas. Le message que je voulais faire passer là, c'est qu'un modèle du monde, un modèle physique en général, est bon à un moment donné pour rendre compte de certaines observations. Il peut très bien être fondamentalement faux. Alors, il n'est peut-être pas, on n'espère pas, mais il faut encore travailler beaucoup pour comprendre la composition de l'univers. Voilà. Bravo. Venez me rejoindre. Venez me rejoindre parce que ça fait quand même poser beaucoup de questions. 4%, on connaît finalement 4% de l'univers de cette matière-là, que l'on connaît ce qu'on appelle le modèle standard. Voilà. Mais comment on sait qu'il y a de la matière noire et de l'énergie noire si elle est invisible? Alors voilà, donc par exemple, les lentilles gravitationnelles dont on a parlé tout à l'heure dans le quiz, c'est une façon de mettre en évidence cette matière sombre, parce que le phénomène de lentille, donc de la déviation de la lumière par la masse, est sensible à toute la masse lumineuse ou la masse sombre. Donc en étudiant la façon dont sont déformés les objets très lointains par des choses qui sont devant, pas forcément visibles, on arrive à mesurer la masse totale de l'objet d'avant-plan. Ça c'est une chose. L'autre chose, c'est que on a un univers qui est en expansion, et puis cette expansion est accélérée. Et dans l'univers, on a une certaine quantité de matière qu'on arrive plus ou moins à quantifier, donc 4% plus 21% de matière sombre. La somme des deux va produire de la gravitation, donc quelque chose qui va attirer tout dans l'univers. Si on n'a que de la masse, on s'attendrait à ce que l'univers s'effondre sur lui-même. Oui. Et manifestement, ce n'est pas ce qu'il fait puisqu'il accélère. D'accord. Alors, pour rendre compte de cette accélération, on est obligé de dire qu'il y a 75% de quelque chose qu'on ne voit pas, dont on ne connaît pas l'origine, qui est répulsif et qui contrebalance la gravitation. D'accord. Suffisamment pour avoir une accélération. C'est pour ça que les gens cherchaient la décélération, parce qu'ils savaient que s'ils trouvaient une accélération, on tomberait sur un modèle pas très satisfaisant. Mais c'est ça qu'on observe. D'accord. On a l'impression qu'on connaît absolument tout parfois, alors que là, il y a des grands mystères comme ça. Est-ce que vous pouvez nous faire quand même une explication, si elle peut être assez simple, qu'est-ce qui distingue la matière noire ou la matière sombre de l'énergie noire? On pourrait les confondre des fois comme ça. Alors justement, c'est vraiment la grosse différence, c'est qu'il y en a une qui attire, qui produit de la gravitation. Si je prends une boule de matière sombre ou une boule de... Donc comme la matière. Voilà. On ne sait pas ce que c'est pas de la matière comme on a là.
On ne la voit pas, ça émet pas de rayonnement, c'est pour ça que c'est sombre, Oui. mais ça attire. Si j'ai par exemple une masse très sombre à un endroit là et que je mets une planète de matière tout à fait normale là, elle sera attirée. D'accord. Donc je sais que là, il y avait quelque chose de sombre. D'accord. L'énergie sombre, alors le point commun entre les deux, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. Oui, c'est ça, c'est pour ça que c'est sombre. des deux Par côtés. contre, ça repousse. C'est quelque chose, c'est un peu comme deux aimants. Si on met le plus et le moins, ils vont s'attirer. Si on met les deux mêmes pôles, ils vont se repousser. Alors là, on sait pourquoi. Pour l'énergie sombre, on ne sait pas. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, parce qu'on va aller un petit peu plus loin, d'autres mots que vous n'avez pas utilisés, parce que peut-être qu'il n'a rien à voir, mais quand on parle d'antimatière, est-ce que l'antimatière Alors ça- pourrait avoir avec le... Alors C'est ça, la matière, c'est- enfin, Alors, oui, alors ça, l'antimatière, c'est plutôt de la matière tout à fait standard. c'est de la matière De toute standard. façon, ça rendrait compte d'une fraction des 4% de matière standard. D'accord. Donc Ce qui rien pourrait- à voir, on alors- laisse de côté. Oui. Ce Bon, qui pourrait ok. être des bons candidats pour la matière sombre, c'est une nouvelle particule, par exemple en physique des particules, qu'on ne connaîtrait pas. Ouais. Et au CERN, personne ne la trouve pour l'instant. Non. Ou alors, on s'est trompé, et dans les 4% de matière ordinaire dont on parle, est en fait, disons, une plus grosse fraction que 4%. Par exemple, s'il y a une population de trous noirs qui se baladent dans l'univers, on pourrait avoir raté de la matière normale. Donc les 4% pourraient se transformer en un peu plus. D'accord. Alors pour l'instant, on n'a pas de signe observationnel de ça, sauf qu'on commence à trouver des ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles sont produites par en français, le mélange d'étoiles à neutrons ou de trous noirs. Donc le simple fait d'observer ça, ça montre qu'il y a manifestement des trous noirs qui se baladent dans notre galaxie, voire dans d'autres galaxies. Alors pour l'instant, on a observé quelques ondes gravitationnelles, mais on continue dans cette direction. Alors je ne dis pas que c'est la réponse au problème, mais c'est une piste. D'accord. Qu'est-ce que vous avez comme outil pour essayer de percer ces mystères, comme outil physique déjà? Peut-être on parle des télescopes, ce serait Ouais. intéressant. Est-ce qu'on peut parler déjà des télescopes et des télescopes qui sont en train de se développer? Qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter? Alors il y a plein de choses. Alors en fait, il y a... donc on a très peu de moyens de mesurer cette, en tout cas, matière sombre, mais un des moyens, c'est l'effet de l'antigravitationnel, comme je disais tout à l'heure. L'effet de l'antigravitationnel, il est présent partout. Vous avez des galaxies partout, en avant-plan, en arrière-plan. Toutes celles qui sont devant vont déformer les galaxies qui sont derrière. D'accord. C'est pas visible à l'œil, c'est pas spectaculaire comme on a vu là le serpent cosmique tout à l'heure, mais il y a des petites déformations qu'on peut mesurer en observant tout le ciel, avec une qualité extraordinaire, donc avec un télescope spatial. Alors on a le télescope spatial Hubble, mais il Hubble. observe un tout petit morceau du ciel. À chaque fois, on D'accord. observe vraiment un timbre-poste sur le ciel. Mais on va bientôt en avoir un nouveau. Alors il y aura un nouveau, mais celui-là mesurera toujours des petits timbres-postes sur le ciel. Ah, toujours. Mais Donc, mieux. Donc ça, c'est le James Webb Space Telescope. C'est un télescope de 6,50 m avec un miroir déployable qui sera lancé en 2022, si tout va bien. normalement, oui. Mais surtout, on a une collection d'expériences depuis le sol ou depuis l'espace qui vont avoir des caméras très grand format sur des gros télescopes et qui vont imager tout le ciel, voire même tout le ciel tous les quelques jours. D'accord. Et donc en faisant ça, on peut voir l'ensemble du ciel, mesurer l'ensemble de toutes les déformations de toutes les galaxies par toutes les autres, ou par des choses qu'on ne voit pas. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir dire, on observe telle déformation, donc la distribution de matière globale dans l'univers, c'est, je ne sais pas ce qu'on trouvera, on verra, mais en tout cas on pourra quantifier la fraction réelle de matière sombre, et sa distribution. D'accord. Et même si elle est par exemple toute concentrée en certains nodules, ou si elle est très répartie de façon homogène dans l'univers. Et en fait, ce qui est important, c'est que maintenant, on va passer du mode d'observation du type observatoire, où chaque astronome demande à observer son objet favori, disons, dans le ciel. Donc on va passer de ça à des modes grand relevé. Donc on construit l'observatoire, il observe tout le temps. Et là, on tombe dans le domaine des big data, parce que Ouais, et après, les données qui arrivent, gérer il faut toutes ces données. exploiter tout ça. Il faut exploiter tout Voilà. ça. Alors ça, ce sont les télescopes. Il y a les radiotélescopes Alors, aussi. oui. Expliquez-nous, c'est quoi la différence? On n'est pas sur les mêmes... Alors en fait, longueur d'onde. nous on observe, l'œil voit le domaine de longueur d'onde visible, et puis il y a l'infrarouge, et puis il y a plus loin encore les longueurs d'onde radio. Et le ciel émet dans les longueurs d'onde radio.
Par exemple, le gaz, l'hydrogène neutre, qui est quand même l'un des composants principaux de l'univers, émet dans les longueurs d'onde radio, à 21 cm de longueur d'onde exactement. Et donc on commence à faire des observatoires. C'est l'observatoire qui est en haut à droite. En haut à droite, qui se situe... alors ça c'est un observatoire qui est à la fois en Australie et en Afrique du Sud. Alors celui-là, voilà, c'est double. Donc, alors c'est en construction. SCA, on l'appelle. Voilà, SCA, c'est pour Square Kilometer Array en anglais. C'est donc 1 km carré de surface d'antenne, mais réparti un peu partout sur une zone qui, alors ça dépend des financements, mais qui fera quelques centaines de kilomètres. Donc pour le moment, ces antennes, elles sont réparties sur 2 pays. Alors pour l'instant, elles ne sont pas construites. Enfin non, c'est ça, mais l'idée c'est... L'idée c'est, voilà, il y aura en Afrique du Sud, et puis en Australie, il y aura un observatoire qui va observer à différentes fréquences, donc ça sera complémentaire. Et l'idée c'est là aussi d'observer essentiellement tout le ciel, tout le temps, à toutes les fréquences, pour voir, donc là cette fois-ci, alors c'est pas la seule chose qu'on fera, mais voir le gaz cosmique réparti dans les filaments cosmiques avec la matière sombre. Et le PFL participe là. Alors là, c'est plus que les PFL. Les PFL est très intéressé, les autres instituts en Suisse aussi. Ce qui serait bien, c'est que la Suisse, en tant qu'État, rentre dans l'organisation du SKA, comme on l'a fait pour le CERN, comme c'est fait pour l'ESO, l'Observatoire européen austral, qui gère les grands télescopes optiques au Chili. Donc à partir de là, c'est l'ensemble du pays qui rentre, et tous les instituts qui, ensemble, participent au projet. Et l'un des buts du projet, c'est d'essayer de comprendre l'expansion de l'univers. Alors voilà, la mesurer. Alors il y a plein d'autres choses aussi. Dans les longueurs d'onde radio, on peut observer par exemple des pulsars, qui sont des étoiles très spéciales qui servent à un tas de choses. On peut aussi observer donc on observe très loin, parce que les longueurs d'onde optiques, pour des objets très très loin de nous, à des grands décalages vers le rouge, se transfèrent dans les longueurs d'onde radio. Donc si on veut observer très loin, il faut aller de l'optique à l'infrarouge, puis même dans les longueurs d'onde radio.